moi je vais commencer à vous parler de Miyazaki. Donc ce petit garçon que vous pouvez voir au milieu, c'est tout juste Miyazaki. Miyazaki, avant d'être son nom de famille, il faut savoir que c'est un nom d'entreprise spécialisée dans la fabrication de gouvernes pour avions de guerre. Et donc c'est son père qui travaillait et qui, en fait c'était son entreprise avec son frère, donc il créait des gouvernes pour les avions. C'est des petits trucs que vous voyez derrière les avions, en fait, à l'arrière de l'avion, ça, qui permet de stabiliser. Okay. Et donc, c'était principalement pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est en pleine Seconde Guerre mondiale que naît Miyazaki, 1941, au Japon. Et donc, il est dans une famille assez bobo, assez bourgeoise. Ah ouais? Je te regarde. Ah ouais? Non, mais... J'ai pas une famille très bourgeoise. Je rigole. Mais ouais, il grandit dans une famille assez bourgeoise pour l'époque. Et il est passionné par le métier de son père, mais il le voit aussi d'un autre œil. On va en parler un petit peu plus tard de ça. Du coup, il a sa petite maman qui l'inspire beaucoup dans la plupart de ses œuvres, qui est malheureusement atteinte de la maladie tuberculose. Donc elle est alitée durant 7 ans. Et donc il va grandir très très proche de sa maman malade. Donc il va un peu s'occuper et il va beaucoup s'inspirer d'elle aussi pour ses personnages un peu plus tard. Et c'est à 17 ans, en étant à l'école, qu'il commence un peu à s'intéresser à l'animation. Donc il va voir un film, Le Serpent Blanc. Il faut savoir qu'il est vieux, Miyazaki. Il a quel âge? Il a 83 ans. Ah ouais? 80. Ouais. Putain, il fait pas son âge pour le coup. Du coup, quand j'ai cherché les photos, c'était des photos d'archives, les gars. C'était des vieilles photos à trouver. Du coup, il regarde un film qui s'appelle Le Serpent Blanc. Il tombe totalement amoureux de l'animation. Et il se dit en fait, ok, c'est ça, c'est ma passion, mais j'ai besoin de finir mes études pour m'y mettre dessus. Et donc, il va créer un club au lycée. Il y a personne qui sera dans ce club, ok? Personne. Il y aura son prof et lui, un club autour de l'animation. Et en fait, il va juste être avec son prof d'art et faire plein de dessins, s'intéresser à tout ça. Et à côté de ça, il finit ses études en économie et il attend la fin de ses études pour entrer à la Toei. Donc la Toei, c'est une maison d'animation, le petit chat que vous pouvez voir au début de Dragon Ball, One Piece, etc. Donc c'est devenu hyper connu, mais à l'époque, voilà, c'était quand même, ils avaient un peu le monopole de l'animation et lui, c'était un peu son rêve d'aller là-bas. Donc il rentre là-bas en tant qu'intervalliste. Est-ce que vous savez ce que c'est intervalliste? Non. Ok. C'est des mecs, c'est très spécial. C'est des mecs qui vont dessiner ce qui se passe entre deux grosses scènes, genre. Donc voilà. Ouais, un peu les transitions. C'est des dessins intermédiaires en fait. Et donc là-bas, il va. Dès le départ, le mec, c'est un gros militant. Dès qu'il y a des grèves, il est là. Et le mec, vraiment, il lâche pas, genre, il est vraiment avec les employés, genre, faire de fou, genre, il veut que tout le monde soit bien payé, quoi. Et donc, dans ces grèves, il va rencontrer sa femme, et en même temps que ces grèves, je vais vous dire pourquoi je dis un peu ce détail, enfin, vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard. En rentrant, en fait, de la Toei, il va aller dans un arrêt de bus, et il va rencontrer, du coup, celui dont on parlait tout à l'heure, Isao Takahata, qui est un des pionniers de l'animation chez la Toei. Donc il fait déjà beaucoup d'animation là-bas. Et donc ça va être un peu son mentor. Cette rencontre, vous allez comprendre pourquoi c'est important. Et tous les deux vont énormément travailler sur beaucoup de projets. Mais il va rester quand même assez intervalliste. Il reste un peu dans l'ombre, Miyazaki. Et à la fin des années 70, Takahata lui dit, bon, on a un peu fait le tour, on n'est pas très bien payé, pas bien respecté, viens, on se barre. Non, mais il lui dit, bon, c'est le moment d'explorer de nouvelles opportunités. Et donc, en 79, Miyazaki, c'est bon. Le mec, il a 38 ans, à peu près, et il se dit, ok, là, il faut que je réalise mon premier film, quand même, parce que ça fait un moment. Et donc, il réalise son premier film qui s'appelle Le Château de Cagliostro. Ok, il a 38 ans, du coup. Donc, c'est un peu tard. C'est un peu tard qu'il va réaliser ce film. Alors, je vous spoil. Bon, déjà, le film, c'est une grosse inspiration de films français, de poésie française, de littérature française, Jacques Prévert notamment. Donc voilà, il s'intéresse beaucoup à tout ça. Et en fait, il faut savoir que Miyazaki, vraiment, c'est un acharné. Donc il va brûler ses premiers dessins jusqu'à en refaire, jusqu'à être vraiment satisfait. Il va sortir Le Château de Cagliostro. Je vous spoil un peu, gros flop, voilà. Gros flop, ça marche pas. Est-ce que tu l'as vu? Non, je l'ai pas vu, j'ai vu des extraits, mais j'ai pas vu le film. J'aimerais bien le voir quand même, parce que je me dis, putain, premier film de Miyazaki, ouais, de fou. Ça doit être hyper enrichissant. Ouais, j'ai trop envie de le voir. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il crée un dossier avec toutes les choses qu'il a envie de mettre dans ses films. Donc c'est juste à droite là, avec des châteaux dans le ciel. On voit déjà les premières héroïnes hyper féminins, très engagées, etc. Il y a aussi ce côté écologie qui met
figurer dedans. Et donc, il va aller proposer ce dossier à plein de boîtes de production, etc. Malheureusement, tout le monde lui dit non. Et donc, il va repartir taffer en mode CDI pour des séries, le pauvre, à la télévision. Et donc, il est un peu deg à ce moment-là. Et là, il va avoir un petit tournant dans les années 80. Il y a une boîte de production qui s'appelle Tokuma Shoten qui vient vers lui. C'est un mec là-bas qui est très passionné par son travail et qui veut faire à tout prix un article sur lui. Et lui, il dit non, j'ai pas envie de parler. Avec Isao, ils sont en mode non, flemme. Et en fait, ce mec persiste et ils se disent ok, on va parler avec lui. Et il les met en contact avec Tokuma Shoten qui est une grosse boîte de production et qui lui dit ok, tu vas réaliser un film qu'on va te produire, mais comme on n'est pas sûr que le film va marcher, tu vas sortir un manga sur le film. Et si ça fonctionne bien, c'est good, on y va. C'est Nausicaa ? C'est Nausicaa. Donc c'est la prochaine slide, vous pouvez y aller. Donc c'est Nausicaa de la vallée du vent qui est du coup adapté au cinéma. Et là, c'est un succès. C'est un succès un peu modéré en 86, mais ça confirme quand même le talent de Miyazaki. Les gens se disent ok, le mec il rigole pas. Et donc en 88, à ce moment-là, Tokuma Shoten, ils tâtonnent un petit peu parce qu'ils se disent en même temps dans ses films Miyazaki, il met en avant des thématiques très importantes, tu vois, l'écologie, la guerre, etc. Mais on n'est pas sûr que ça fonctionne, enfin que ça fasse le plus gros succès de son travail. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils décident de prendre le savoir-faire de Isao Takahata et de Miyazaki et ils décident de sortir 2 films le même jour. Ils vont sortir Le Château dans le ciel et Mon voisin Totoro de Miyazaki et Le Tombeau des Lucioles. Ah ouais, ok, d'accord. Et donc là, ils vont se dire ok, on a d'un côté un film, donc Le Tombeau des Lucioles, qui dans tous les cas va marcher à l'école parce que c'est un film éducatif qui parle de la guerre, etc. Mais il y a quand même peut-être des familles qui voudront pas aller voir ce film, donc on va sortir Mon voisin Totoro. Et dans la foulée, avec Tokuma Shoten, ils décident de créer les studios Ghibli. Ah ouais, d'accord, ouais. Moi je pensais que déjà c'était installé, moi. Ah non. Ok, putain. Vous pouvez retourner juste avant. Mais du coup, les studios Ghibli, est-ce que vous savez ce que veut dire, d'où vient le mot Ghibli ? Pas du tout. Ou Ghibli ? Je me souviens plus. Vous savez pas ? Non. Du coup, Ghibli, pour pas dire de bêtises, je lis quand même, ça fait référence à un vent chaud du Sahara. Et en même temps, c'est un avion italien qui a une certaine reconnaissance pendant la Seconde Guerre mondiale et il avait une particularité, c'est qu'il ne tuait pas. Donc c'est aussi une référence à toutes les valeurs de Miyazaki et hommage à sa famille aussi dans un oui sens. Aussi peut-être tu l'as dit j'ai oui il y a un clin d'œil à son père avec l'aviation complètement. En plus vu que lui c'est assez intéressant vu que là où l'entreprise de son père c'était une partie de l'avion qui servait pas vraiment pour la guerre mais plutôt pour le fait de voyager et tout. Ah, son père, c'était pour la guerre. Ouais, mais en gros, il mettait pas des armes sur un avion, tu vois. Bah, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est parce qu'en fait, il a vu son père créer des avions qui menaient à la destruction, à la guerre. Ouais. Et du coup, il a compris assez tôt que c'était mauvais. Et c'est un truc qu'on revoit du coup dans la plupart de ses œuvres. Donc il s'en inspire vraiment par rapport à la destruction, comment on peut créer des armes qui vont tuer des gens. Et en même temps, il s'en inspire aussi pour parler de la beauté de l'aviation et comment on peut avoir une certaine rédemption, comme avec Porco Rosso, etc. Et donc, c'est avec les studios Ghibli qui sortent Le Tombeau des Lucioles, qui est un drame, du coup, sur la guerre, qui est sur l'histoire de 2 orphelins qu'on connaît bien, qui perdent leur maman et qui vont essayer de survivre après la mort de leur maman. Et c'est un film bouleversant qui nous a totalement touchés. Et donc c'est un film qui fonctionne, qui devient même un film éducatif. Donc on va l'étudier. Et donc c'est hyper intéressant parce que c'est exactement ce qu'ils avaient comme vision du film. Donc ça fonctionne, ça marche. Totoro, les gens vont voir le film, mais ça reste assez bon. Peut-être ils ont pas compris la morale. Bah Totoro, ils sont en mode c'est une ode à l'enfance, à la nature. C'est bien, mais c'est un succès modeste. Mais peut-être qu'avec l'histoire du Japon, peut-être avoir un film aussi puissant et qui parle de ce qui s'est passé durant la guerre, peut-être ça a peut-être plus. Non, Toto, c'est. Non, mais je parle du Tombeau des Lucioles. Oui. Ah oui, Tombeau des Lucioles. C'est, tu vois, genre, c'est beaucoup plus choc comme thématique. Ouais. Ça permet de se revoir. Voilà, donc ils ont bien fait de sortir les 2 films en même temps. Il faut savoir que comment, en fait, Totoro devient vraiment une icône et même l'emblème, du coup, des studios Ghibli. Et ben, en fait, ils ont fait un truc, c'est qu'ils se sont dit. Un petit nounours, ça va bien aller dans les petites maisons des enfants, ça. Et ils ont sorti une merch. Et en fait, ils avaient même pas assez de production pour tout ce qui était vendu, genre. Il y avait plus de ventes que ce qu'ils produisaient, genre. Ça, c'est fou de penser à ça alors qu'ils sont pas. Enfin, c'est pas des commerciaux. Pas du tout. L'animation, ils débutent, c'est leur premier film et ils ont pensé direct
marketing. C'est ça. Donc le petit Totoro que vous voyez là, c'est plutôt ils ont tellement pas prévu ce entre guillemets ce semi-succès qu'ils ont dû s'adapter, tu vois. Alors Disney c'est différent, tu vois. Disney il y a quand même un vécu, tu vois. Je sais pas s'il y avait un marchand. Ouais, mais après Disney faut savoir que en fait ils ont repris beaucoup d'animateurs et de personnes qui travaillaient dans leur ancienne boîte, donc chez la Toei. J'en parle pas, je dis pas de nom, excusez-moi parce que je les ai pas tous notés, mais il y a aussi beaucoup de femmes, etc. Il y a beaucoup de personnes qui ont une pluralité dans le métier et du coup c'est hyper intéressant. Il se nourrissait de tous les points de vue. Faut savoir que Miyazaki c'est un gros travailleur. En fait ce qu'il faisait c'est qu'il travaillait parfois des nuits entières et il laissait des post-it sur chaque bureau et il revenait les employés et ils avaient des petites notes, des petits trucs à faire ou des petits trucs à penser. Et donc je pense que en fait Totoro c'est devenu une icône déjà au Japon. La merch ça les a aidés, c'est ce qui a fait vivre les studios pendant un bon moment et donc c'est devenu l'emblème du logo. Enfin le logo c'est Totoro quoi. Mais au début des films c'est Totoro. C'est hyper intéressant ce que tu dis au niveau du post-it parce que c'est vrai que quand tu regardes un Ghibli c'est très le sens du détail. Oui. Chaque objet, chaque expression de visage est à un endroit précis et c'est intéressant que tu parles de l'organisation de Miyazaki. Parce que quand tu y penses, tu te dis c'est un mec peut-être il devait être bordélique, il devait y avoir des croquis par-ci par-là, mais non, c'était un endroit précis et je pense qu'il aime vraiment ses équipes, tu vois. C'est ça. Ça se ressent, tu vois, comme dans ses films d'ailleurs. Oui. Et là, il se dit OK, bon, on a sorti Le Tombeau des Lucioles, Totoro. J'aimerais bien faire un film centré sur une petite fille et qui touche un peu plus les enfants. Okay. Et donc en 89, il va sortir Kiki, la petite sorcière. Et en 92, il va sortir Porco Rosso, donc un ancien aviateur de guerre, on va dire, qui a un peu des traumas, qui est un peu bouleversé. En fait, il essaye un peu de jouer avec cette dualité de l'enfance avec Kiki, la petite sorcière, et juste après aller dans un sujet un peu plus sombre avec Porco Rosso. J'ai l'impression que c'est ça. Mais il s'affirme au niveau de la critique. La critique, ils disent clairement, ok, Miyazaki, c'est ce gars, genre, ok, le mec, c'est le maître de l'animation. Okay. Mais les films peinent quand même à trouver un public assez large. Déjà, international, ça le fait pas du tout. Mais est-ce qu'à l'époque, il y avait des sorties américaines ou... Oui, en fait, ils ont essayé d'adapter. En fait, ils travaillaient avec des distributeurs étrangers. Mais le problème, c'est que, par exemple, Nausicaa, ils ont complètement changé le titre. Ils ont charcuté le montage, ils ont enlevé des choses parce qu'ils trouvaient que c'était trop lent. Ils ont le droit ? Pareil pour Kiki, la petite sorcière. Ok. Va savoir, hein, tu sais, à l'époque, il n'y avait pas vraiment... regard, tu vois, pour moi, c'est Miyazaki qui... du coup, Miyazaki a été très réticent. Et donc, c'est là qu'un homme va apparaître dans les années 90, qui travaille chez Disney, mais qui vit au Japon et qui connaît cette culture. Et donc, il va aller vers Miyazaki et lui dire, on peut faire un deal avec Disney, on distribue tes films là-bas et on t'assure de ne pas les toucher. Et donc, c'est ce qui permet, en 97, de faire Princesse Mononoke. Okay. Et donc avec Princesse Mononoke, bon déjà c'est une fresque épique sur la nature, la guerre, et c'est un des films qui va être à cette époque le plus grand succès au box-office au Japon. Ça marque une percée internationale pour les studios Ghibli. Donc à ce moment-là, ils vont vraiment arriver aux États-Unis avec une héroïne hyper forte, et en fait tout le marketing autour d'elle va être bien fait. Donc c'est ce qui va faire que c'est ok, ça va marcher. C'est marrant que Disney, ils aient voulu distribuer les films... parce que d'un côté, ils se sont peut-être créé une possible concurrence dans le futur en faisant connaître... Mais c'est pas sorti au même moment que Pocahontas ? J'ai aucune news là-dessus, peut-être. C'est sorti quand, Princesse Mononoke, tu sais ou pas ? 97. Mais c'est marrant ce que tu dis. En mode, ils se sont fait une concu à eux-mêmes. Ouais, parce que bon, ils ont distribué eux-mêmes, donc forcément, ça leur a rapporté de l'argent. Oui. Mais si au final, ils ont tellement fait grandir Ghibli et Miyazaki... 95. Est-ce que d'un côté, ils ne sont pas créé une concurrence au final ? En fait, je pense que c'était un moment où les studios Disney avaient un peu de mal, en fait. Tu vois, toute la partie après, du coup, la mort de Walt Disney, ils ont connu un âge d'or. Et là, ça commençait à un peu s'éteindre parce que t'avais beaucoup de films. Du coup, t'as Toy Story, donc Pixar. C'était un peu l'entre-deux. C'est ça. Entre le Roi Lion. C'est ça. Moi, je trouve pas. Je trouve que les années 90, il y avait quand même une puissance. 97, ça commençait à... Fin des années 90, ça commençait à... C'est plutôt années 2000 avec là où il floppe vraiment, avec la Planète au Trésor et l'Empire, mais il y a encore des Buzz sur Notre-Dame, il y a quand même des trucs... Moi, je pense que en fait, Disney ont mal fait avec... ils ont mal vu l'avenir avec tout ce qui était technologie. Parce que Pixar, c'est ça. Les premiers films, c'est fait à l'ordinateur. Toy Story, c'est le premier film fait digitalement, etc. Et donc là, c'était les premiers films comme ça, et ils ont rayé, ils ont mis une croix dessus, et du coup, ils ont pris un retard. Donc je pense qu'en vrai, ça les désavantage pas trop, parce que ça permet de mettre des sous dans la caisse. Et ça permet aussi d'avoir un certain rayonnement pour Miyazaki. Et en plus, si Miyazaki distribue tout seul, ça va être une concurrence, tu vois. Alors que si c'est avec eux, en soi, on s'arrange. Ça va. T'en penses quoi, Yuda ?
Je sais pas du tout. J'ai pas assez de data sur le fonctionnement des industries, etc. pour avoir un avis, donc je sais pas trop. Moi, je suis pas du tout pro là, je dis ça comme ça. Et dans l'histoire, c'est plus Miyazaki qui a gagné. Que Disney. Disney, ils sont dans un truc où ils stressent, tu vois, je pense. Oui. Enfin, je serais à la place d'eux. Ouais, ça a dû les arranger. Enfin, si. Franchement, ça va. Tu vois, ça va. Franchement, mais du coup, donc la princesse Mononoke, c'est nickel, ça marche trop bien. Et en fait, en 2001, c'est là que vraiment Miyazaki va connaître la consécration, le film ultime qu'on connaît tous. Attention. Château dans le ciel. Non. C'est 2004. Le voyage de Chihiro. Ouais, c'est très très spécial pour ce film parce que du coup Disney finançait le film et il a fait quelque chose qu'il a l'habitude de faire, mais sur celui-là c'était un peu gros. Il avançait sur l'histoire du film en même temps que la production du film. Ça veut dire que le mec construisait le film, l'histoire, pendant qu'en production on faisait les dessins. Donc à tout moment Miyazaki pouvait dire ok, ce passage niet, sur 2-3 mois de travail on me foutait à la poubelle, ou comme il pouvait dire on ajoute ça, etc. Et ça a été une production très rapide parce que ça s'est fait en quelques années, alors que Chihiro quand même c'est une grosse œuvre. Quand tu regardes cette œuvre tu te dis bah ça a dû prendre 5-6 ans, et non vraiment la production était très très courte, j'ai plus le temps mais je crois que c'était 2-3 ans, donc vraiment c'était... Mais est-ce que cette méthode là d'organisation c'était Disney qui était derrière ou c'était juste lui? Non, c'était Miyazaki, Disney finançait juste. Okay. Et Miyazaki il a eu beaucoup de stress parce que il voulait à tout prix y mettre toute son imagination, mais il voulait que les équipes soient vraiment derrière, donc voilà, les équipes ont pas lâché. Et donc la bande son signée Joe Hisaishi, qui est incroyable et qui permet à ce film d'avoir une portée monumentale. Et donc le voyage de Chihiro est à ce jour le film japonais le plus rentable de tous les temps. Ah ouais, toujours? Ouais. 1 an et demi la prod de Chihiro apparemment, selon Lost. 1 an et demi la prod de Chihiro. 1 an et demi. Vous voyez, j'étais là en mode 2-3 ans, mais 1 an et demi les gars. 1 an et demi pour Chihiro. Il y a dû avoir du crunch là, c'est pas possible. Bah, il y a même, je sais même que il y avait des transformations de personnages qui ont été totalement cut. Ah ouais. Ah ouais, il y a eu des trucs qui ont été totalement cut. Est-ce qu'après ils étaient dans une surcharge de travail? Peut-être pas, parce qu'après ils revenaient à zéro, mais ils continuent à bosser. Je sais pas trop comment analyser cette. J'ai pas plus de détails dessus, mais du coup le voyage de Chihiro, ça permet un succès déjà économique, enfin au box-office, mais ça permet aussi une consécration pour Miyazaki parce que c'est un Oscar. Et donc là il a un ours d'or. Un ours d'or, c'est vrai, à Berlin en 2002, et un Oscar. Du coup, ça permet à Miyazaki de vraiment exporter ses œuvres et de se dire ok, là, j'ai fait le taf. Après Chihiro, il va dire bah c'est bon les gars, j'ai fini le jeu. Je prends ma retraite. Et il prend sa retraite. Est-ce qu'il avait quel âge à ce moment-là? Il avait déjà 60 ans. Il avait une soixantaine d'années, ouais. Et là, il y a un animateur qui s'appelle Osoda et qui va arriver dans le studio Ghibli et qui va être un peu, voilà, ce truc un peu frais où Miyazaki va se dire ok, je peux me reposer sur lui, il est good, c'est bon. Et malheureusement, Osoda va décéder. Et donc là, ça va être un peu compliqué pour Miyazaki parce que il doit revenir. Entre-temps, il essaye un peu de passer le flambeau. Et donc, il y a d'autres animateurs qui vont commencer sur des films, dont Le Château Ambulant. Et l'animateur qui va commencer ce film, il aura commencé 40 minutes, je crois, du film. Il va se prendre des critiques de Miyazaki. Miyazaki va venir tous les jours derrière lui en lui disant « Ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas. Change ça. Ça, j'aime pas trop. » Du coup, il va dire ok, bye, je rends le tablier. Okay. Et Miyazaki va devoir reprendre le film. Donc il reprend Le Château Ambulant en 2004. Et là il se dit bah en fait la retraite c'est pas pour moi quoi, ça va jamais s'arrêter. Donc il reprend Le Château Ambulant, ça sort, ça c'est un bon succès, ça va. Ensuite Pogno sur la falaise en 2008. Il reste impliqué quand même dans les studios, mais les studios se disent tu vas pas tarder à partir là, parce que faut lâcher le truc quoi. Et donc là vient son fils, Goro Miyazaki, qui a fait des études rien à voir du tout dans l'architecture. Et son père lui dit, bah en vrai, si tu veux, pourquoi pas? Pourquoi pas tester l'animation? Donc il arrive au studio, il essaye, il tâtonne, il fait des dessins, il reprend des choses, il reprend des projets. Malheureusement, ça va pas du tout. Il va essayer de faire, du coup, à la sortie du conte Les Contes de Terre et Mer, en 2006. C'est une catastrophe pour Miyazaki. Il aime pas le travail de son fils. Déjà, pendant toute la production, il va le surveiller. Il va venir plusieurs fois en lui disant qu'il n'est pas prêt, qu'il faut qu'il arrête, que lui peut le reprendre. Et Goro ne lâche pas. Il tient tête à son père, il y va. C'est simple. Pendant l'avant-première du film, Miyazaki va se barrer. Ah oui, c'est vrai. Il va se barrer, fumer une clope. L'enfer.
Diaz-Rovan, il va partir fumer une clope et il va dire « Mon fils n'est pas prêt, c'est une catastrophe ». Alors en 2006, ça a un succès moyen, les critiques sont pas dégueu. Franchement, ça va. Mais tu vois que c'est un peu décousu et tu vois surtout que c'est pas son métier de base en fait. Même s'il a été beaucoup aidé, s'il reste un architecte. Et donc voilà, à ce moment-là, les studios sont un peu ils sont contre un mur en fait. Ils se disent on n'a pas de relève, ça va être compliqué, qu'est-ce qu'on fait ? En 2011, il va arriver un truc très très grave au Japon. Il va avoir un séisme et un tsunami dévastateur. Donc il y aurait des milliers de morts. Je crois que c'est 18 000 morts. Je crois, avec la centrale nucléaire, non ? Il y avait un truc comme ça, ouais. Je dis pas de bêtises. Et donc, à ce moment-là, son fils réalise un autre film, étroitement supervisé par son père. Et là, son père essaye de resserrer les liens. Il sent que le pays est vraiment... Il y a une catastrophe et lui, ça le touche énormément parce que c'est écologique, mais ça touche aussi les studios. Les studios, ils vont plus avoir d'électricité pendant un bon moment. Ils vont devoir se débrouiller, ils vont devoir même venir travailler plusieurs fois la nuit. Enfin bref, ça va être horrible à ce moment-là. Ils vont perdre beaucoup d'argent. Miyazaki se dit, bon ok, je vais commencer à laisser vraiment le flambeau. Enfin, je passe le flambeau à mon fils et voilà, c'est bon. Il y a d'autres animateurs, voilà. Et non, en 2023, le mec revient à 82 ans avec le film Le Garçon et le Héros. Il revient parce que son travail lui plaît pas ou il revient de lui-même ? Il revient parce qu'il a une envie de faire une œuvre un peu finale. Voilà, il a envie de clôturer, donc il a envie de faire une œuvre où il parle un peu de tout. Sachant qu'entre-temps, il a eu un Oscar d'honneur parce que en 2014 ou 15... Pour son travail ? Ouais, pour son travail, parce que tout le monde de l'industrie pensait que bon, ça y est, c'était fini. C'était fini. Il avait sorti Pogno, je crois, avant, en 2008-2010. Et il avait eu son Oscar d'honneur, tout ça pour revenir 10 ans après avec c'est ça. Donc, un autre film. En fait, il annonce sa retraite en 2013. Voilà, lui, il est juste là pour superviser des projets, etc. Et donc, jusqu'en 2023, tout le monde se dit, c'est fini. Là, il a quel âge ? 84 ? En 2023, il avait 82. Et donc, il sort le film Le Garçon et le Héron. Et là, c'est hyper particulier parce qu'il n'y a pas de promo. Il décide de faire l'impasse sur la promo. Il met une affiche approximative, on voit pas du tout les persos. Ouais, je me rappelle, ouais. Et on n'a pas de trailer, on n'a rien. Et on a Le Garçon et le Héron, la dernière œuvre de Miyazaki. Allons au cinéma. Et du coup, malgré plusieurs annonces de retraite, Miyazaki revient avec cette œuvre qui est vraiment son testament artistique. Voilà, je vous livre un peu tout. Donc le film est vraiment rempli de beaucoup d'idées. Il y a eu des critiques. Il y a eu des personnes qui n'ont pas du tout aimé le film. Le film a été pas mal... Il a été un peu mal reçu, on peut le dire. Pourtant, il est super. Mais entre-temps, on va en reparler. Entre-temps, en 2018, malheureusement, c'est Isao Takahata qui décède. Et en fait, ça marque la fin d'une ère pour les studios Ghibli. Et ça marque vraiment... C'est hyper dur pour Miyazaki parce qu'il se dit « Je suis vieux, j'ai enterré tous mes collègues, tous les animateurs du studio, et je suis le dernier qui tient les murs. » En gros, c'est ça. Et c'est vraiment dur pour lui. Et en même temps, il a quand même envie de transmettre ce travail. C'est vraiment à ce moment-là qu'il commence à se dire... Ok, il faut que je me remette sur un film. Et du coup, il revient avec Le Garçon et le Héron. Comme je disais, qui n'a pas connu un énorme succès, mais il a eu un Oscar. Il a eu un Oscar face à Spider-Man. C'est vrai. C'était quoi ? Il a eu l'Oscar ? Ouais, il a eu l'Oscar. Du film d'animation. Ouais, je m'en rappelle plus. Et j'ai l'impression qu'aussi, c'est une histoire de... C'est un peu... Moi, je suis... Oui, il y a ça aussi, tu vois. Honorifique, ou est-ce que c'est parce que aux Oscars, t'as pas envie de... Je sais pas, ils avaient peut-être pas envie de récompenser un film de super-héros aussi. Ouais. Là, après, Spider-Man, c'est différent. Il n'y a pas la fin de l'histoire. Oui, le c'est une première sur partie. le 3 que sur le 2. Oui, mais après, il y a l'animation, etc. Tu vois. Ouais, mais je pense que quand t'as un début, un milieu, une fin, c'est toujours... Il aurait eu une vraie fin, tu vois, et pas de cliffhanger, je l'aurais donné direct, tu vois. Et à la mort de Isao Takahata, il va dire quelque chose de très touchant. Il va dire je me souviendrai toujours de ce jour où je t'ai rencontré à l'arrêt de bus. Et je sais pas si vous rappelez de la scène de l'arrêt de bus. C'est une scène qu'il a pu mettre dans quel film ? Totoro. Donc cette scène que tu vois dans Totoro, un petit dialogue avec Totoro qui lui passe un parapluie, etc. En fait, c'est la scène qu'a vécu Isao Takahata et Miyazaki. Donc c'est vraiment... Et qui donnait le parapluie à qui alors ? Je sais pas, il en a jamais parlé. C'est un peu des œuvres où il met un peu tout. Il met le deuil de sa mère, il parle de la guerre, du travail de son père, il parle de ses rencontres. En fait, Miyazaki, c'est un conteur plus qu'un réalisateur. C'est un artisan perfectionniste, c'est un militant aussi discret comme au début. Et à travers ses films, il a su toucher des générations en abordant des thèmes universels comme la nature, l'enfance ou la complexité humaine, en façonnant des histoires et aussi l'animation mondiale. Miyazaki, c'est le roi de l'animation. Et voilà, j'ai fini. Belle conclusion, belle chronique. GG, on peut l'applaudir. Merci.
Applaudis Louis. Ou je te tue. C'est fou d'être mal poli comme ça. Voilà. Ouais, c'était archi bien. Merci. Je connaissais rien, moi. Ouais, c'était méga intéressant. C'est vrai, je connaissais pas du tout l'histoire des studios perso. Je suis jamais vraiment intéressé. Toi, tu connaissais ou pas du tout? Non, pas tout. Ouais. Enfin, je savais qu'il y avait quelques Oscars. Mmh. C'est à peu près la chronologie des films, mais il y a encore. Voilà. Vous inquiétez pas,